Bonjour et bienvenue dans ce 34e numéro de Plot Reviews. Petite émission avant d'attaquer le gros des sorties de septembre qui devrait pas tarder à déferler. Un monde féerique à portée de briques dans Lego Elves, Secrets of Elvendale sur Netflix. Emily aime raconter à sa sœur Sophie des histoires de fées et de gobelins. Seulement, ce que Sophie ignore, pour le moment, c'est que ce monde merveilleux existe bien et que l'on peut y accéder grâce à un médaillon magique. La gamme des jouets Lego Elves avait déjà eu droit à une première version animée sur Disney XD. Aujourd'hui, elle revient sur Netflix sous forme de série. Le graphisme des personnages était revu, ne ressemblant absolument plus à des Lego maintenant. Et du coup, quel intérêt? L'histoire en elle-même n'a pas grand-chose d'original. Un monde caché, un médaillon magique dont le méchant veut s'emparer, des clichés girly, mais bon, ça fait le job. À choisir, mettez plutôt vos gamins devant Trollhunter sur la même plateforme, série bien plus rythmée, intéressante et non genrée. Le jeu vidéo comme un pont entre les générations, c'est Final Fantasy XIV Dead of Light sur Netflix. Quand il était petit, Akio passait de bons moments avec son père à jouer à Final Fantasy. Et puis, au fil du temps, leurs rapports se sont dégradés, au point qu'une fois le fils devenu adulte, les deux hommes ne se parlent plus. C'est alors que, sans expliquer quoi que ce soit à sa famille, le père démissionne d'un poste pourtant prometteur. Pour tenter de renouer avec lui et comprendre son geste, Akio va l'initier au MMORPG Final Fantasy XIV et interagir avec lui à son insu à travers un personnage sans qu'il sache qu'il s'agit de son fils. Cette série, déjà diffusée au Japon, nous est proposée à l'international par Netflix. Elle est tirée d'une histoire vraie, relatée dans le blog d'un joueur japonais. Elle évoque des problèmes de société réels sur la difficulté à communiquer entre générations et aborde des thèmes assez touchants et profonds. Mais on sent bien que l'histoire a été récupérée par l'éditeur du jeu pour en faire un outil de promotion. Les séquences de gameplay sont fréquentes et les personnages du jeu plus nombreux et farfelus que ceux de la vraie vie. Cela crée un décalage un peu curieux et donne parfois l'impression de regarder une publicité. C'est dommage car les acteurs sont bons et l'émotion sincère. Le silence des agneaux dans L'Amante sur TF1. Il y a 25 ans, la tueuse en série Jeanne Debert, dite L'Amante, terrorisait la France. Aujourd'hui, un copycat reproduit ses crimes à l'identique. Elle accepte de collaborer avec la police à la seule condition que son unique interlocuteur soit Damien Carreau, son fils devenu flic qui refuse tout contact avec elle depuis son arrestation. Une fois n'est pas coutume, on va dire du bien de TF1. Déjà, il s'agit d'une création originale et non pas d'un énième adaptation d'un polar de gare. La réalisation a été confiée à Alexandre Laurent, déjà connu sur TF1 pour avoir tourné des épisodes de la série Profilage, ainsi que pour la mini-série Le Secret d'Élise. On a droit à un plutôt bon casting avec Carole Bouquet et Fred Testo en tête. Certes, on retrouve les travers habituels, réalisation lente, acteurs inexpressifs, aux phrases et monocordes et dépressifs. Mais ça colle plutôt bien à l'ambiance de l'histoire. Le scénario peut être prévisible et semble avancer un peu trop vite, mais on va rester pour le duo Bouquet-Testo qui fonctionne à merveille. Un retour qui complique tout, c'est Buck sur Channel 4. Le père de Stephen vient de mourir. Alors qu'il prépare les obsèques, il pense surtout à reprendre l'affaire familiale. C'est alors que surgit du passé Andrew, un orphelin parmi d'autres que les parents de Stephen accueillaient chez eux lorsqu'il était enfant. Celui-ci considère que c'est la seule famille qu'il n'ait jamais eue et va sérieusement mettre en péril les plans de son frère adoptif. Cette série repose sur le duo comique David Mitchell et Robert Webb, apparu dans de nombreuses productions depuis 1995. Ils sont habitués l'un à l'autre et ça se sent. Là où Stephen est peu respecté, maladroit et tend de s'affirmer, Andrew s'attire instantanément la sympathie de tous et réussit sans effort, tournant son frère en ridicule. On a plaisir à voir ces deux-là interagir, d'autant que le récit est sobre, la narration va à l'essentiel, les personnages secondaires ne sont pas trop nombreux et la réalisation est efficace. Voilà qui augure du meilleur pour cette mini-série en 6 épisodes. Lycée d'élite dans Greenhouse Academy sur Netflix. Hayley et son frère Alex regardent dans le salon familial le lancement de la fusée transportant leur mère, première femme allée en orbite autour de la Lune quand soudain le drame. La navette explose. En mémoire de cette dernière, Alex décide de tenter le concours d'entrée au lycée où sa mère a étudié l'astrophysique. Mais ça reste un lycée avec son lot de gros cons d'ados. Une série qui partait plutôt bien dans le concept mais qui finit par ressembler à n'importe quelle série de lycéens. On est censé y former la future élite de la nation, de futurs astronautes, des jeunes qui ont tant besoin de compétences physiques et intellectuelles, et on se retrouve avec une école divisée en deux fratries, les sportifs et les nerds cool. Il y a forcément un mystère rattachant la mort de leur mère à cette école où elle a étudié puis enseigné, faisant que l'arrivée de ses enfants y est malvenue pour certains, mais cet arc narratif est tellement en retrait, l'histoire se concentrant sur « j'arrive pas à intégrer mon nouveau bahut » et les sportifs sont des gros cons, que l'on a l'impression de voir une série random de chez Disney XD. La haute technologie en prime. Dommage car ce fil rouge mieux exploité aurait peut-être permis à la série de sortir un peu du lot.
Vous n'en pouvez plus d'attendre Star Trek Discovery. Pour patienter, il y a The Orville sur la Fox. L'officier de l'Union planétaire Ed Mercer est enfin à la tête d'un vaisseau spatial, l'Orville. Seulement, dans l'équipe hétéroclite sous son commandement, on a cru bon de placer Kelly Grayson, son ex-femme, en tant que second. L'ambiance risque d'être tendue pour ce premier voyage. Pour cette série, Seth MacFarlane, à qui on devait déjà Family Guy ou American Dad, nous offre quelque chose à milieu de ce à quoi il nous avait habitués. On est clairement dans la parodie de Star Trek, que ce soit au niveau des décors, des costumes ou même de la composition de l'équipage. Mais l'humour, bien que présent, est plutôt en retrait. On sent une grande admiration pour la franchise d'origine et donc comme de la retenue au niveau de l'écriture, comme une envie de rendre hommage tout en se moquant un peu mais sans vouloir tout saloper à l'intérieur. En tant que série de SF pure, ça ne fonctionne pas trop car l'humour est trop présent. Mais en tant que parodie, ça ne marche pas non plus car il ne l'est pas assez. On notera toutefois les moyens qui ont été mis dans les effets spéciaux, notamment au niveau du design des vaisseaux spatiaux, qui rendent vraiment bien. Espérons que Seth MacFarlane saura trouver un juste milieu entre parodie et science-fiction sérieuse afin de nous rendre ce voyage spatial plus drôle et accrocheur. Plongé dans l'industrie du porno des années 70 avec The Deuce sur HBO. Dans la ville de New York, la violence et les méfaits de la drogue empirent. Les frères jumeaux Vincent et Frankie Martino font face à la mafia qui sévit à Times Square, lieu où vit également Candy, une prostituée qui se tourne vers l'industrie naissante de la pornographie. On attendait beaucoup de la nouvelle série de David Simon, genre de Vinyl ou The Get Down, transposé dans le milieu du porno. Si on a un casting impeccable avec James Franco dans le rôle des jumeaux Martino, ou encore Maggie Gyllenhaal dans celui de Candy, ça ne fait pas tout. Beaucoup trop long, 84 minutes pour l'épisode pilote. Beaucoup trop de personnages, trop de sous-intrigues qui ne nous mènent pas, en fin d'épisode, à la légalisation de l'industrie pornographique. On reste pour le moment dans des affaires de mafia, de macro et de prostitution qui manquent d'intérêt par rapport au sujet qu'on veut nous vendre. Je sais qu'il faut du temps pour installer efficacement les lieux, personnages et intrigues, mais seulement voilà, l'intrigue en elle-même n'est pas lancée, et on sort du visionnage quelque peu déçu et perdu face à la quantité d'informations parasites qu'on aura essayé d'intégrer. Espérons que la série saura se mettre plus efficacement sur les rails dans l'épisode suivant. La vérité est difficile à cerner dans l'AIA sur ITV. Laura, une enseignante récemment séparée, accepte un rendez-vous avec Andrew, chirurgien réputé et père d'un de ses élèves. Le dîner se passe à merveille et ils finissent la soirée chez elle, à prendre un dernier verre. Le lendemain, Laura, perdue et terrifiée, n'a quasiment plus aucun souvenir de la suite des événements de la veille. Elle a cependant une certitude, Andrew l'a violée. Sujet extrêmement dur et difficile pour ce nouveau drama. Deux versions radicalement opposées des événements s'affrontent, et l'enjeu est de savoir qui des deux a menti. Il est impossible pour l'instant de trancher. Joan Froggatt, qu'on a pu voir dans Broadchurch, est très convaincante et semble réellement traumatisée par ce qu'elle a vu et vécu. Mais Johan Rutherford semble également sincère dans son incompréhension et sa détresse. C'est la grande force de cette série. Les deux acteurs principaux sont très convaincants et la mise en scène est efficace, semant petit à petit des indices à travers de nombreux flashbacks pour faire douter le spectateur de la sincérité de chacun. Après, le sujet est très lourd, pesant, traité avec une certaine lenteur et de nombreux effets dramatiques, ajoutant au malaise ambiant. Cette mini-série prévue en 6 épisodes est donc à regarder à vos risques et périls. Red Room dans Relic sur la BBC. Un homme fouille dans un cimetière et trouve, sous du gravier, un tube de médicaments contenant une carte SD. 10h28 plus tôt. Gabriel Markham, détective au visage défiguré par l'acide, arrive à coincer son suspect près d'une garderie. Ce dernier se fait tirer dessus par des tireurs d'élite alors qu'il cherchait à attraper son cellulaire. 5h10 plus tôt. Vous l'aurez compris, la grosse originalité de cette nouvelle série de Harry et Jack Williams, à qui on devait déjà The Missing, est de nous proposer une enquête policière en partant de la fin et en remontant le fil des événements. Et c'est plutôt efficace. Le concept ne s'essouffle pas, du moins dans notre épisode pilote. Et plusieurs éléments nous tiennent en haleine, comme savoir comment notre détective a eu le visage défiguré par le serial killer qu'il traque inlassablement, ou bien évidemment, est-ce bien notre tueur qui a été descendu près du parc pour enfants. L'atmosphère est lourde, pesante, mais sans que ce soit forcément dans l'excès. Les scènes de rebobinage des événements entre deux tranches temporelles nous rappellent efficacement les points importants qui viennent de se dérouler, et le twist final fait que l'on a une forte envie de savoir ce qui a pu se passer avant. Bref, un pari audacieux qui porte ses fruits. L'amour du cinéma contre la dictature, c'est King Kong sur Arte. Matthew Stanis, réalisateur de films d'action, est lassé des productions sans âme. Il déprime et veut tout lâcher. C'est alors qu'il est kidnappé par les agents d'un dictateur asiatique. Celui-ci est fan de son travail et veut qu'il réalise un remake de King Kong dont il a écrit le scénario à la gloire du régime. Posons directement les choses. Ce n'est pas la grosse comédie à laquelle on pourrait s'attendre. Le champ des émotions qu'explore cette mini-série en 3 épisodes est beaucoup plus vaste. C'est le portrait d'un homme dépressif et désabusé, très bien interprété par Jonathan Lambert,
qui va redécouvrir le goût de vivre et de faire ce qu'il aime au milieu du chaos. C'est une vision terrifiante du dictateur nord-coréen qui passe de jovial à cruel au gré de ses caprices. C'est le récit d'une équipe de techniciens mal assortis, mal dirigés, dont les talents vont se révéler peu à peu pour faire naître un résultat inattendu. C'est une production française avec un casting à plus de 90% asiatique et c'est assez rare pour être signalé. Bref, Arte nous propose là un petit chef-d'œuvre, ne passez pas à côté. Making a Tagger dans American Vandal sur Netflix. Dylan Maxwell a été exclu du lycée pour avoir tagué 27 bits sur les voitures des enseignants un après-midi. Seulement, même si toutes les preuves semblent l'accabler, quelques indices nous font douter de sa culpabilité. Une équipe de reporters lycéens vont donc refaire l'enquête quelque peu bâclée pour lui en santé. En 2005, Netflix faisait l'événement dans le monde du documentaire avec Making a Murderer. Aujourd'hui, elle s'auto-parodie dans cette nouvelle mini-série avec cette affaire ridicule, mais tournée avec grand sérieux. Tous les tics de réalisation sont là. Le rythme, les cadrages, la manière de présenter les preuves, et ça fonctionne. Et on en redemande. La prof d'espagnol a-t-elle réellement menti sur son pneu crevé? Alex Trimboli s'est-il fait masturber par Sarah Pearson au camp d'été? Autant de questions qui vont mine de rien nous passionner. À voir. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques dans Electric Dreams sur Channel 4. Dans un monde sans technologie, des mutants télépathes sont devenus le seul outil pour des communications à longue distance. Seulement, lorsque des personnes vont commencer à porter des masques bloquant ces transmissions, les choses vont dégénérer. Bien que ce soit l'un des auteurs les plus adaptés, s'attaquer à l'œuvre de Philippe K. Dick peut s'avérer risqué. Ici, pour cette anthologie de nouvelles du maître, on a sorti les grands moyens, à grand renfort de guests. Faire la liste ici serait beaucoup trop longue. La réalisation est propre, efficace, avec un bon rythme. Seulement, on sent que ça tire un peu à la ligne pour faire rentrer une nouvelle dans un format de 50 minutes. Et puis, la thématique des nouvelles, du moins pour The Hoodmaker, première histoire adaptée, a pris un coup de vieux, et la symbolique semble moins adaptée à nos préoccupations contemporaines. Une très bonne adaptation, très fidèle, peut-être trop. Cette émission étant terminée, je donne rendez-vous très vite pour la rentrée des séries, avec énormément de nouveautés, dont Star Trek Discovery, la jeunesse de Sheldon, et j'en passe. Donc, à très bientôt, bonjour chez vous.